Je retrouve Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, Monsieur Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. Michael Spavor accuse donc Michael Kovrig d'avoir été négligent avec des informations qu'il lui aurait transmises sur le régime nord-coréen. Informations que Kovrig aurait transmises par la suite au gouvernement canadien. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces accusations-là? Moi, je pense que ce sont des accusations injustifiées parce qu'il faut comprendre quel est le travail d'un agent politique dans une ambassade par rapport au travail d'un espion. Puis dans ce cas-ci, le travail de M. Kovrig était tout à fait légitime. Il se déplaçait en Chine, il allait rencontrer les autorités locales, il rencontrait des universitaires, puis son rôle, c'était de recueillir de l'information de gens qui étaient prêts à discuter avec lui, de l'analyser et puis ensuite, si c'était pertinent, d'envoyer des rapports à Ottawa. Et puis, donc, c'est un travail très différent de celui d'un espion où l'espion va essayer de compromettre quelqu'un ou de lui donner de l'argent, puis c'est fait de façon secrète. Donc, le travail de M. Kovrig était complètement ouvert. Il était tout à fait transparent, puis il faisait le travail auquel on s'attend de la part d'un bon agent du service extérieur. Puis je peux vous dire que c'est ça, c'était de l'excellent travail que Michael faisait. Ça faisait partie de son travail de diplomate que de rapporter comme ça des conversations que les deux hommes auraient pu avoir en privé finalement. Oui, puis en fait, je me souviens d'avoir eu une discussion avec Gary Doer, qui était une nomination politique là, quand on était tous les deux à Washington. Il venait d'être nommé ambassadeur, et je lui avais dit, Monsieur l'ambassadeur, vous allez avoir des conversations ici et des accès à des personnes et uniquement vous allez avoir accès à ces gens-là. Il va falloir ensuite faire des rapports à Ottawa pour leur dire qu'est-ce qui s'est dit, parce que c'est le rôle d'un diplomate, justement, d'avoir un réseau d'influence, un réseau de contacts aussi grand que possible. C'est là la valeur ajoutée. Pour revenir à M. Spavor, moi, je pense que la principale raison pour laquelle les Chinois ont décidé de l'arrêter, c'est parce qu'il y avait un petit peu de jalousie là, dans toute cette histoire-là, parce que le seul pays avec qui la Chine a une alliance formelle, c'est la Corée du Nord. Et il faut se rappeler qu'au début du mandat de Xi Jinping, quand il est devenu président, les relations avec Kim Jong-un n'étaient pas très bonnes. Selon de l'avis des Chinois, Kim Jong-un avait manqué de respect. Je me souviens qu'avant le sommet du G20 qui a eu lieu à Hangzhou, en septembre 2016, la Chine avait demandé à la Corée du Nord de ne pas faire de tests de missiles. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste avant le G20, ils ont fait des tests comme ça. Puis il y a eu quelques incidents de ce genre-là. Et là, dans le cas de M. Spavor, on se retrouve avec un étranger, un Canadien, qui a un accès vraiment unique et privilégié auprès de Kim Jong-un. Il passe des fins de semaine avec lui sur son bateau. Il va le rencontrer avec Dennis Rodman. Et il n'y a aucun Chinois qui a un accès de ce genre-là. Et puis, M. Spavor aurait dû se rappeler qu'en Chine, avec la quantité de caméras partout et l'appareil de surveillance qui est extrêmement sophistiqué, il aurait dû savoir qu'il était surveillé, et surtout parce qu'il allait régulièrement en Corée du Nord. Oui, il était très branché. C'est ça. Donc, il aurait dû se douter qu'il faisait l'objet de surveillance. Et puis, son nom, tout comme celui de Kovrig, était sur une liste. Puis, aussitôt que les Chinois ont eu la chance de les arrêter, puis, en fait, après l'arrestation de Meng Wanzhou, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de recourir aux méthodes qu'ils aiment, là, des mesures coercitives, incluant la diplomatie des otages. Et donc, ils sont allés sur la liste et puis ils ont décidé de voir qui ils allaient prendre. Puis, bien sûr, tout ça est très malheureux. Puis, j'ai beaucoup de sympathie pour M. Spavor, puis bien sûr pour Michael Kovrig, qui ont été détenus dans des conditions extrêmement difficiles. Mais je pense que, malheureusement, en faisant ce genre d'allégations-là, M. Spavor fait le jeu des Chinois. L'ambassade de Chine a réagi en disant
regardez, tout ça confirme qu'on avait raison d'arrêter les deux Michael parce qu'ils étaient engagés dans des activités d'espionnage, alors que c'était pas du tout le cas. Michael Kovrig faisait tout simplement son travail de diplomate. Oui, la Chine qui a réagi en disant que le Canada était hypocrite. Quels sont les impacts politiques à prévoir pour le Canada de ça? Bien, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact parce que déjà, la relation entre les deux pays est très mauvaise. On l'a vu à la malgré PEC. Que ça fait... C'est ça, on l'a vu à la PEC, là, une discussion extrêmement brève. De ce côté-là, il n'y a pas d'atome crochu entre le président Xi et M. Trudeau. Ceci étant dit, puis en fait aussi, j'ajouterais que ça va faire... on est à la veille de l'anniversaire, du premier anniversaire de la stratégie Indo-Pacifique dans laquelle la ministre Joly décrivait la Chine comme une puissance perturbatrice, ce que la Chine n'a pas apprécié. Et puis, Mme Joly disait que les contacts futurs allaient être limités à 4 secteurs. Et puis, en fait, les 2 seuls secteurs où il y a eu des contacts, ce sont ceux de la biodiversité et ceux de l'environnement et des changements climatiques, alors que le ministre Guilbeault est allé en Chine au mois d'août. Mais à part ça, il y a très peu de contacts officiels. Mais malgré tout, le commerce se porte bien. On a établi un nouveau record d'exportation l'an passé. Il faudra voir cette année si ça s'est maintenu. Je pense qu'avec le ralentissement économique en Chine, particulièrement du côté immobilier, du côté de la construction, probablement que nos exportations vont avoir baissé un peu. Pour revenir sur cette poursuite de Michael Spavor, parce qu'il poursuit le gouvernement canadien pour plusieurs millions de dollars pour cette détention arbitraire, quelles sont les chances que cette poursuite aboutisse? Bien, en fait, il y a quelques autres cas. Là, si on se rappelle le cas de M. Maher là, qui avait été détenu par les Américains à Guantanamo Bay, puis qui a eu une compensation. Je suis pas un expert dans ces questions-là. C'est clair que M. Spavor a été pris dans un grand jeu géopolitique où la Chine voulait faire pression sur le Canada pour qu'on libère Mme Meng. Puis, on verra comment que les discussions vont procéder, mais je trouve que M. Spavor et son avocat, en faisant ce genre d'allégations-là, c'est quelque chose qui aurait dû être traité en privé, puis pas aller sur la place publique. Est-ce que le gouvernement canadien pourrait dédommager les 2 Michael pour leur détention arbitraire? Bien, je pense que, dépendant de comment on regarde ça, puis à nouveau, je pense qu'ils ont été pris dans un grand jeu politique, probablement qu'il y aurait matière à une sorte de règlement financier. Mais là-dessus encore, je suis pas expert, puis je ne suis pas au courant de ces discussions-là. Et on pourra en savoir peut-être éventuellement un peu plus tard. Dans le cas d'autres rebondissements peut-être. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci.